Petite devinette. Un élément visuel créé en 2010 a été vu près de 110 milliards de fois ces 30 derniers jours. De quoi s'agit-il? Le catalogue Ikea, le portrait de Barack Obama ou de Donald Trump, un quelconque phénomène médiatique du moment? OpenSang. L'OpenSang, une police de caractère distribuée par Google Fonds qui a été téléchargée des serveurs de Google 110 milliards de fois en un mois. Et c'est comme ça tous les mois, et c'est sans compter les autres usages externes à Internet non comptabilisés. Le fait qu'à chaque téléchargement, chacune des lettres de cette police peut être vue des milliers de fois. Bref, la disproportion entre ce chiffre hallucinant et un élément graphique considéré par la plupart des gens comme sans importance montre à quel point la lecture, et on peut même pousser le raisonnement jusqu'à la vision, sont des comportements et des capacités extraordinaires, sous-estimées et prises pour acquis. Questionnons un peu ces capacités. Tout comme le langage oral n'est pas juste une intervention divine des muscles de la langue, la reconnaissance visuelle repose non pas simplement sur l'anatomie des yeux, mais sur une neurophysiologie complexe, celle du cerveau. Nous allons orienter la réflexion à travers le prisme des neurosciences et de la psychologie cognitive, qui offre une approche très contemporaine et inédite afin de questionner des comportements humains fondamentaux comme les émotions, le langage, l'esthétique, et aujourd'hui on va se pencher sur la lecture. Alors, la lecture est un mécanisme complexe qui apparaît avec l'écriture, il y a environ 5000 ans. Ce n'est pas un comportement inné, c'est-à-dire qu'on ne naît pas avec, il doit s'apprendre pendant de longues et douloureuses années à l'école. Lorsqu'on parle de lecture, il s'agit d'un mécanisme invariant capable de percevoir un mot en quelques millièmes de seconde, à partir de l'influx nerveux provoqué par l'excitation des capteurs de la rétine, par un stimulus visuel externe. Cette perception des lettres, des mots et du sens déclenche la formation d'idées réflexives, d'émotions, peut être énoncée à l'oral, et elle est accompagnée d'une commande des muscles des yeux afin de suivre les mots d'une phrase, généralement en faisant des bonds de 10-15 lettres. Par manque de temps, on s'arrêtera ici à l'étape de la perception du sens dans sa signification restreinte, c'est-à-dire jusqu'à la représentation mentale d'un concept lu. Si on simplifie, on peut réduire le parcours d'une fonction cognitive telle que la lecture en un schéma tout bête. En entrée, la sensation, qui peut être définie comme le résultat de l'activité des capteurs sensoriels, et en sortie, la perception, qui est l'étape finale de la reconnaissance et de la représentation mentale. C'est le résultat de mécanismes cognitifs d'association et de recombinaison. Comme on l'a vu, et en se basant notamment sur les travaux de Stanislas Dehaene, ce monsieur, l'apprentissage de la lecture crée une connexion entre les zones du cerveau responsables de la vision jusqu'aux zones des idées et du langage oral. De manière simplifiée, lorsqu'on regarde un mot, on va avoir d'abord la sensation visuelle issue des deux yeux qui sera traitée au préalable au niveau des aires visuelles, qui sont situées dans la zone occipitale du cerveau, donc à l'arrière du crâne, au-dessus du cou. Cette première étape va extraire du signal visuel brut des proto-objets, des barres, des limites de contraste, des orientations, des mouvements, et ces proto-objets, en se combinant à cette étape, deviennent de plus en plus complexes. Passé les aires visuelles, le signal se déplace ensuite non loin, dans la zone des objets, qui en simplifiant les étapes définit le stimulus comme un objet mot, formé d'objets lettres. On va y revenir juste après. Enfin, le stimulus se propage en parallèle dans des zones qui feront émerger le sens, mais aussi dans les zones responsables de la prononciation et de l'articulation. C'est la deuxième étape qui fait l'interface et qui est la clé de la lecture. C'est la Visual Word Form Area, qui caractérise les mots en tant qu'objets visuels, et qu'on retrouve souvent dans la littérature scientifique sur la lecture. Cette zone est située dans le cortex temporal inférieur, qui, de manière plus globale, est spécialisé dans les associations et permet la détection des objets visuels ou des visages. Un neurone unique issu de ces zones peut répondre spécifiquement à la vue d'un mot, ou d'un composant de mot, ou également à la vue d'un objet, une chaussette, un Pikachu, le logo McDonald's ou encore le visage d'une cousine éloignée. Que se passe-t-il dans cette zone des objets mots? Comment passe-t-on d'une sensation visuelle brute à la perception du mot? Le stimulus issu des yeux est trop brut pour être exploitable. Et cette zone des mots va permettre de construire la perception grâce à un cheminement progressif qui peut être décomposé en plusieurs étapes. Il existe différents modèles qui varient en complexité avec leur réseau de neurones associés. Observons le modèle suivant. Le signal de base peut être décomposé en contrastes locaux. Ces contrastes peuvent construire des traits, qui créent des fragments de lettres. Ces combinaisons de combinaisons créent des lettres, qui sont combinées à nouveau en bigrammes, et enfin en mots, plutôt en morphèmes, l'unité minimale porteuse de sens. Ce genre de modèle très théorique met en avant une hiérarchie corticale. Décortique notre rapport aux lettres et aux mots avec une évolution dans la complexité, et une abstractisation des objets de la lecture. On part du signal d'un trait simple vers celui d'un concept complexe. On va conclure avec l'exemple de Monsieur C, un patient du neurologue Jules Desgerines en 1887 qui fut atteint d'un accident vasculaire cérébral. Un AVC peut être expliqué par un caillot de sang dans le réseau de vaisseaux sanguins du cerveau qui entraîne la mort des neurones de cette zone. Ce monsieur, atteint dans notre fameuse zone du cortex occipito-temporal, perdit toute capacité de lecture, quasiment du jour au lendemain. Le plus extraordinaire étant qu'il était toujours capable de parler, de reconnaître les objets, les visages et même les chiffres. Et plus étonnant encore, il pouvait toujours écrire, mais sans pouvoir lire sa propre écriture.
Cette déficience clinique s'appelle l'alexie, et de nombreux autres cas ont été recensés depuis. Et cet exemple, parmi d'autres types de déficiences touchant des comportements très spécifiques, comme la reconnaissance des visages, des objets, la prononciation orale, etc., montre comment la suppression d'une zone du cerveau peut entraîner la perte nette d'une capacité, faisant un pont fascinant entre biologie et comportement humain. Des travaux très concrets, notamment en design graphique sur des éléments de la vie de tous les jours, questionnent la recherche scientifique et ses représentations mentales de l'écriture. Et les neurosciences offrent un degré d'analyse inédit. Un grand merci pour avoir tenu la durée de cette vidéo, qui doit être un prototype pour le moment d'un projet en construction. Il est bon de préciser que le travail de recherche dont est issue cette vidéo a été exclusivement effectué à partir de recherches individuelles, sans appui de chercheurs spécialisés, mais a été grandement facilité et motivé grâce à la lecture de deux auteurs, Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux. Ce projet va, je l'espère, se poursuivre dans une prochaine vidéo dans laquelle on abordera le concept d'esthétique en neurosciences. Quels modèles permettent de comprendre notre jugement de ce qui est beau, de ce qui est laid. Tous vos retours seront la bienvenue dans les commentaires et je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Certes toute jeune, mais j'espère qu'on se reverra très vite. A plus!